Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, victoire 3-2 du Milan à Udine ce soir, match à rebondissement, le Milan menait 3-0 à la mi-temps grâce notamment à un superbe coup franc de Balotelli à la 6ème minute, un beau but de Bonaventura à 4 minutes plus tard sur une passe en profondeur non moins belle de Montolivo et un but de Zapata à la 46ème sur un corner de Bonaventura, donc à la mi-temps 3-0. Et ben ça s'est pas terminé comme ça puisque l'Udinese a réduit l'écart, notamment tout d'abord avec Badou à la 51ème minute et ensuite avec Zapata, alors c'est pas le même, c'est un autre, à la 58ème minute. Nous décortiquons le match ce soir avec Nico, Tom et Superio. Salut à vous. Bonsoir. Salut. Nico, match comme on n'a pas l'habitude, c'est vrai que c'était bien parti, on était tout fiers en début de partie et puis finalement on a eu peur. On est passé vraiment par tous les états dans ce match. À la mi-temps, on pensait que l'affaire était dans le sac et au final pas du tout. J'avais trouvé dans cette première mi-temps tout ce qui avait manqué depuis le début de la saison au Milan AC, ça veut dire de la sérénité défensive. On sentait qu'on était difficilement prenable vu qu'on ne concédait aucune occasion. Et là, j'aimerais savoir ce qu'a pris à Mihailovic pour décider de faire un changement pareil à 3-0 en changeant Calabria pour mettre Zapata à droite et Alex dans l'axe, qui a déréglé complètement toute la défense et on s'est pris 2 buts sur nos 2 premières occasions quand l'équipe était complètement essayé de trouver un peu ses marques derrière. Je pense que c'est peut-être au fait que dimanche on joue contre le Genoa et qu'il y a un manque de latéraux. Je ne vois que ça pour préserver notre jeune arrière droit. Mais en tout cas, ça a mis l'équipe en danger, même si une équipe comme le Milan à 3-0 n'a pas le droit de laisser partir un match comme ça, même si on fait un petit changement derrière. On aurait dû garder le score. Je regrette quand même qu'offensivement, nous n'avons pas créé beaucoup de choses. Ça a été quand même 2 coups de pied arrêtés. Et sans oublier sur le deuxième but une très belle passe de Montolivo. Mais sinon on a eu très peu d'actions dans le jeu. On voit que l'entente Bacca-Balotelli, c'est pas ça. C'est l'un des premiers matchs qu'ils jouent ensemble. Et c'est pas du tout la même chose que quand c'est Bacca ou Luis Adriano devant. Oui, alors c'est vrai que Calabria est sorti à la 49ème minute, ça nous a surpris parce qu'on s'est dit pourquoi il n'a pas sorti à la mi-temps du coup. Soit tu sors à la mi-temps. C'est la seule raison que je vois, Oui. Je pense pas qu'il avait pris un coup, enfin. Mais non, mais je je pense que c'est le carton, c'est-à-dire qu'il a eu peur qu'il se prenne un deuxième jaune, mais il faut souligner que les 2 buts encaissés viennent de ce côté-là, donc c'est peut-être pas un hasard non plus, même si ça n'excuse rien. Tom, partages-tu cette analyse? Oui, totalement. On a failli retrouver le remake d'Istanbul. Les vieux démons de 2005. Ouais. Ça fait 10 ans quand même, mais ça reste présent. Ah oui, totalement. On prend 2 buts et de suite on se dit oulala, ça va finir en sucette cette affaire. Non, c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde. Ça a été une première mi-temps très très intéressante. Peut-être la meilleure du Milan, excepté le derby dans un contexte un peu particulier. Et la deuxième, c'était totalement n'importe quoi. Donc je rejoins Nico. La sortie de Calabria, je pense elle était effectivement en rapport avec le carton jaune et aussi le fait qu'on n'ait plus que 2 latéraux vu qu'Antonelli et Abaté ont rejoint l'infirmerie. Mais pourquoi 4 minutes après la mi-temps? C'est ça qui est surprenant. Pourquoi pas carrément à la mi-temps? Ça sert à quoi de le faire jouer 4 minutes sur la deuxième mi-temps? Je suis totalement d'accord. Là, je pense que Mihailovic a fait une belle boulette, surtout en faisant confiance à Zapata arrière droit, qui n'a jamais rien prouvé de bien arrière droit et qui d'ailleurs, comme tu l'as toi-même dit, les 2 buts viennent de son côté. Donc je pense qu'on s'est un peu rendu la tâche très compliquée et quand je dis on, je mets dedans Mihailovic qui n'y est pas pour rien, je pense. Alors ça se finit bien évidemment parce qu'on a les 3 points, mais quand même il y a des questions à se poser. Superio, c'est vrai que c'est pas passé loin parce qu'on rappelle qu'en fin de match, à la 71e minute et à la 90e, Diego Lopez a dû s'employer. Donc le Milan, ça aurait pu se terminer après avoir mené 3-0 par un match nul. Oui, c'est un match qui montre 2 visages du Milan, un Milan qui a été appliqué, qui a réussi une bonne chose en première mi-temps, et un Milan fébrile en défense. Si ma mémoire est bonne, on en est à 7 buts encaissés en 4 matchs, ce qui fait quand même beaucoup, surtout sur le terrain de Udinese qui a déjà perdu 2 fois à domicile, donc c'était leur 3e défaite à domicile. Ils n'ont plus gagné un match à domicile depuis le mois de mai. Ils ont simplement commencé le championnat en gagnant sur le terrain de la Juve, et depuis ils enchaînent les défaites. Donc gagner sur ce terrain-là, c'est pas non plus un exploit. Mais par contre, se mettre en danger comme en deuxième mi-temps, c'est incompréhensible. Oui, parce que là, le Milan s'est mis en danger tout seul, effectivement. L'opposition n'était pas extraordinaire, même s'il y avait 2-3 attaquants qui couraient vite. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu déçu par ça, mais il faut pas oublier que le Milan monte en puissance collectivement quand même. Il faut souligner aussi quelques points positifs. Et la titularisation, il va falloir l'admettre, la titularisation de Montolivo, il est forcément pour quelque chose, Nico, à un moment donné. C'est quand même concomitant, on peut pas dire que c'est un hasard. Moi, je suis désolé, mais Montolivo aujourd'hui...
Il fait une ouverture lumineuse, mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu faire une ouverture comme ça qui amène à un but? Mais après, je trouve pas non plus le match de Montolivo dingue. Je veux dire, pour récupérer des ballons, je préfère De Jong. Si c'est Il l'a juste pour fait. récupérer. Oui, mais je préfère De Jong. Je préfère l'original à la copie. Tout Ouais. simplement. C'est- Méfie-toi, parce que ça c'est une phrase qui date de la présidentielle 2007 et qui a été prononcée par un candidat. Enfin bref, on va pas épiloguer. Non, Mais non, mais Nico, aujourd'hui, je reconnais l'ouverture de Montolivo. mais il n'y a qui, pas que sur ça, l'ouverture, il y a l'orientation du jeu, il y a l'orchestration, il y a le collectif, Oui, il y a etc. Mais si, mais il apporte une touche technique supplémentaire qui manquait. Pirlo fait- ne défendait pas aussi bien que Gattuso, et Gattuso défendait quand Pirlo orientait le jeu. Et ben là on retrouve la même chose, alors à un degré moindre, puisque De Jong n'est pas Gattuso et Montolivo n'est pas Pirlo, mais on retrouve cette alchimie là entre les deux joueurs. Moi je trouve ça très bien. Moi, aujourd'hui, j'ai trouvé qu'au milieu de terrain, c'était un peu le Capharnaüm, avec Bonaventura qui a tenu sa place, De Jong qui est trop souvent revenu dans l'axe, qui a repris son rôle. Des fois, on s'en rendait compte durant la partie où il va chercher le ballon très bas et il joue un petit peu, il va à droite, il va à gauche, il va là où le ballon est derrière et essaye de relancer. Bon, après, il a essayé de se mettre petit à petit sur son côté droit là où il a remplacé Kouchka. Mais ça a été un peu quand même le foutoir. On voit qu'il n'a pas l'habitude de jouer à ce poste-là. Maintenant, Montolivo, à part son ouverture, qui est magnifique et qui amène un but, il faut lui rendre hommage, elle est magnifique cette ouverture, il n'y a pas tout le monde qui est capable de faire ça. J'ai pas trouvé le match de Montolivo au milieu de terrain si incroyable que ça. Oui, J'ai j'oriente pas dit bien. incroyable, faut pas non plus exagérer. Il Mais enfin, oriente, il y a un mieux, c'est quand même. il oriente bien le jeu. Mais oui, mais je c'est reste très persuadé important. que ça, Ça nous manquait. De Jong est capable de le faire. Non, je crois pas aussi bien. Je suis pas sûr, et d'ailleurs ça s'est vu lors des premières journées, on voit quand même qu'il y a un mieux collectivement, et à mon avis c'est lié à la titularisation de Montolivo. Après, on n'est pas d'accord, tant mieux quelque part, hein, parce que ça veut dire qu'il y a du débat dans Casamilan, on nous reproche trop souvent d'être d'accord. Mais c'est quand même, depuis le derby, parce que c'est depuis le derby que Montolivo est titulaire, on voit un mieux collectivement, et c'est difficile de dire qu'il y est étranger, quoi. Regarde, MJ, on va prendre un truc tout simple. On fait souvent la comparaison avec Pirlo, vu que tout le monde dit que Montolivo est un Pirlo du pauvre. Oui, Mais c'est vrai. on va faire la comparaison avec Pirlo. Pirlo, il est à la Juventus, il joue au même poste. Il a mené énormément d'occasions de but. Combien amène d'occasions de but, Montolivo? Non mais Montolivo n'est pas Pirlo, mais je te parle uniquement de l'orientation et de l'orchestration du jeu, et ça je crois que c'est important, et collectivement c'est très fort. C'est vrai qu'effectivement il fait pas beaucoup de passes décisives, mais c'est pas non plus, ça n'a jamais été sa plus grande qualité, quoi, hein. Montolivo c'est un joueur de complément, on le sait, mais là je trouve qu'il a trouvé, je sais pas, il a trouvé quelque chose, je le trouve plus épanoui, je trouve qu'il est très utile à l'équipe, mais enfin bon... On verra si dimanche les deux joueurs sont encore alignés ensemble contre le Il y a de fortes chances, mais enfin on verra bien. Et de toute façon, comme là on est déjà passé aux individualités, je pense qu'il faut y venir tout de suite, et comme ça Tom et Superlio réagiront, hein, à ce débat quand on parlera du milieu de terrain. On commence donc avec le gardien de but, et c'est Tom qui s'y colle, Diego Lopez. Une première mi-temps au chômage technique, on l'a quasiment pas vu parce que L'Udinese n'a quasiment pas eu d'occasion. Et en deuxième mi-temps, j'ai pas revu les actions, mais je pense pas qu'il soit pour grand chose sur les deux buts encaissés. Et il nous sauve un peu la mise en fin de match, comme tu l'as dit tout à l'heure, en faisant deux très beaux arrêts. Donc rien à dire de négatif sur Diego Lopez. Et en plus, au niveau des relents, j'ai trouvé qu'il y avait un peu de progrès. Lui qui a Oui, c'est souvent pas des plus mal, difficultés. ouais. Tu fais bien de le souligner. Superlio, tu valides? Oui, je valide, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas une erreur comme sur le match de Palerme où sur le deuxième but, il était devancé par le joueur suédois qui joue à Palerme. Donc là, il a fait un match tout à fait respectable. Bien, alors tu peux passer directement à la défense, hein. La défense, je suis comme vous, j'ai pas compris le remplacement de Calabria, qui tenait bien son côté. Bon, il y a un carton jaune qui prend de manière assez ingénue. Mais pour le match, il a été plutôt bon. Deschigno, je l'ai trouvé en net progrès, mais en même temps, c'est pas dur sur ces derniers matchs. Zapata, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Ces derniers temps, il est assez solide. Romagnoli, correct, mais jamais transcendant. Je trouve aussi que sur le premier but de l'équipe adverse, il est quand même assez en retard pour un ballon qui vient dans l'axe. Oui, je me suis posé la question aussi, c'est vrai, mais à côté de ça, il fait tellement de bonnes interventions, il y a toujours cette sérénité, etc. Et c'est vrai qu'il est assez difficile à juger, parce que sur certaines actions, tu le trouves très supérieur à tout ce qui se fait sur le terrain, c'est-à-dire que tu as l'impression que c'est le roi du terrain. Et puis à côté de ça, effectivement, comme c'est le patron de la défense, alors en même temps c'est toujours particulier de mettre un patron qui a 20 ans, hein, c'est assez surprenant, mais étant le patron de la défense, c'est vrai qu'on l'imagine intervenir sur ce genre de ballon dans l'axe, c'est vrai. Bon, moi
Je pense qu'en fin de saison, on sera satisfait de Romagnoli. Voilà, je me projette, mais j'ai le sentiment réellement qu'on tient une pépite et que si sur ce match, peut-être, il n'a pas été extraordinaire, ça reste à mon avis l'une des meilleures recrues, et j'espère ne pas être démenti par les faits, mais je suis assez confiant, hein, l'une des meilleures recrues du Milan de même ces 10 dernières années. Hein. Je sais que je m'avance, hein, parce qu'il y a 2-3 matchs là seulement de passé, mais c'est mon sentiment. Nico, cette défense? Deschilio, on est sur du progrès. Bon, offensivement, on l'a pas trop vu. Mais derrière, combien de ballons récupérés dans les pieds des joueurs de l'Udinese et derrière des sorties propres, qui a fait énormément de bien à l'équipe, surtout en première mi-temps où il a fait énormément encore beaucoup de mieux car on avait pas mal de fois le ballon, alors qu'en deuxième mi-temps on a beaucoup plus subi. Calabria qui a fait une entrée un peu plus difficile, je trouve, dans le début de match que par rapport au match contre Palerme, mais après qui s'est remis au diapason, qui a donné des coups et qui a su garder et apporter quelque chose, sans oublier cette belle passe qu'il fait aussi à Carlos Bacca Oui. dans la profondeur à un moment. Et Zapata, Romagnoli, je suis content de leur match. Après, je vais pas leur tomber dessus concernant le but ou pour Zapata pour les 2 buts, car faire jouer un défenseur central, le défenseur droit, en sachant qu'il est très lourd déjà pour parler du Colombien, ou même Romagnoli pour le premier but, alors qu'on lui met Alex en défense centrale et que c'est la première fois qu'ils jouent ensemble tous les deux, on a vu pendant toute la seconde période, de toute façon, ils n'ont pas réussi tous les trois à s'accorder ensemble. Zapata revenait coupé dans l'axe, Alex qui est très encore plus lourd que Zapata qui faisait son premier match de retour pour cette nouvelle saison. Donc c'était très compliqué, c'était vraiment pas le bon choix à faire qu'a fait Mihailovic en faisant rentrer Alex. Il a plus déréglé sa défense qu'autre chose. C'est vrai, Tom? Alors pas grand chose à ajouter si ce n'est concernant Alex où je n'ai pas compris sa rentrée. En dehors du fait que j'ai pas compris la sortie de Calabria, c'est la rentrée d'Alex. Ce qui était censé être derrière Zapata et Eli dans la hiérarchie. Et au final, on a fait rentrer Alex qui a pu jouer depuis moult semaines. Et qui 24 mai, je crois, hein, j'ai cru comprendre. Ouais, il a peut-être dû faire 1 ou 2 matchs amicaux, notamment à Lyon, mais j'ai même pas souvenir de lui en Chine et je n'ai pas souvenir de lui depuis le début de la saison. Et il n'a pas été très bon. Son entente avec Romagnoli n'était pas très bonne. Je pense que la baisse de régime et peut-être le côté un peu fautif de Romagnoli est peut-être dû aussi à l'entente un peu médiocre entre ces 2 éléments. Et j'ajoute juste un truc au sujet de Deschilio. Quand Nico dit qu'il n'a pas beaucoup apporté offensivement, il faut savoir quand même que il me semble que ça vient de son côté, le coup franc obtenu qui amène le premier but. C'est lui qui offre le ballon à Balotelli. Voilà. À part ça, rien à dire, vous avez tout dit. Bon, on passe au milieu, donc c'est l'heure de réagir au fameux débat sur Montolivo de Jong, c'est Superlio qui attaque. Montolivo, je l'ai trouvé bon. Il retrouve à peu près le niveau qu'il avait en 2013 lors de sa première saison milanaise. Après, il faut pas oublier qu'il a eu une grave blessure en mai 2014 dans le dernier match de préparation de l'Italie contre l'Irlande. Donc il a fallu du temps pour retrouver son niveau, mais au niveau des interventions, du placement, des ballons récupérés, de l'orientation du jeu, il a fait un très bon match. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Après De Jong, je l'ai trouvé aussi solide, avec un très bon tacle en début de match pour récupérer un ballon. Je l'ai trouvé fidèle à lui-même. Là où le bas blesse, pour moi, c'est Honda, qui est inexistant à ce poste de meneur de jeu depuis quelque temps. Bonaventura, lui, fait ses matchs, se projette, et là aussi, j'ai du mal à comprendre pourquoi Conte ne convoque pas en équipe nationale. Et quelle stat, hein, parce qu'il va falloir s'y pencher quand même. Je crois que ça fait 2 buts et 3 passes décisives depuis le début de saison, c'est ça? Et c'est très fort quand même pour un type qui confirme, parce que c'est sa 2e saison, c'était le meilleur joueur milanais la saison dernière, il confirme. C'est pas le syndrome, vous savez, des types qu'on a vu débarquer, comme Montolivo justement, Nocerino, même Oddo, ou encore Balotelli, qui nous fait soit 6 bons premiers mois, soit une bonne saison, puis qui s'écroulait la seconde. Et ben non, Bonaventura lui confirme, d'entrée de jeu, saison 2015-2016, il répond présent, c'est le maître à jouer, il met les buts, il fait les passes décisives. Quel bon état d'esprit. Petit bémol, c'est qu'il a tendance physiquement à baisser en deuxième mi-temps, mais ça je pense que, on l'a dit lors de la dernière émission, c'est à mon avis dû au foncier, à la préparation foncière assez lourde qu'a imposé Mihailovic. Donc je pense que dans quelques semaines ça ira mieux, mais c'est le maître à jouer de l'équipe, et je répète que j'aimerais bien le voir jouer meneur de jeu. Mais avant de donner la parole à Nico, justement, qui pourra clore le fameux débat sur les milieux de terrain, je pense qu'il est intéressant que Tom, puisqu'il ne s'est pas encore prononcé sur la question, réagisse donc sur Montolivo, sur De Jong et sur ce qui a été évoqué en début d'émission. Montolivo, j'ai trouvé plutôt bon. En première mi-temps, il a été vraiment le patron du jeu. Après, il a un peu souffert en deuxième mi-temps, mais ça, je pense que c'est plus de l'ordre général plutôt que lui individuellement. Mais dans l'ensemble, on a tellement été habitué à un Montolivo totalement médiocre, voire fantomatique, que le voir ne serait-ce que correct, voire plutôt bon, c'est assez réjouissant. Et on
je trouve quand même qu'on voit la différence avec lui dans ce poste de régista. C'est le petit bémol, c'est un bémol en avis passager parce que je pense que ça va se corriger avec le temps. C'est par rapport à De Jong que j'ai trouvé en difficulté sur ce poste un peu nouveau pour lui. Et on sent quand même qu'il n'a pas trop l'habitude et qu'il est davantage habitué à jouer au centre. Mais après, je pense que ça va se corriger avec le temps. Mais pour le moment, on a quand même senti une petite différence entre lui et Kuška, ou Kuka, je sais pas trop comment on prononce. Kučka, il paraît, je crois. Bill nous avait expliqué. Ouais, Kučka, qui lui est plus habitué à ce poste-là. Et pour Bonaventura, vous avez tout dit, et pour Honda, on l'a tellement pas vu que j'ai pas trop envie de m'éterniser sur C'est lui. vrai, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais t'imagines si Saponara avait bénéficié de la même confiance, avait eu autant de chance qu'Honda. Alors je sais que Saponara n'est pas international japonais, mais enfin quand même quoi. C'est fou quoi, le bénéfice du doute qu'on lui accorde systématiquement, enfin en tout cas que lui accordent les entraîneurs. Il joue, il est là, il n'y a pas de souci. Alors vous allez voir que quand Boateng va arriver, peut-être que Boateng va lui prendre sa place, même si on le souhaite pas. Mais enfin c'est fou. Moi je n'explique pas cette clémence vis-à-vis de Honda. Alors si ça se trouve il va nous faire mentir et ça va nous faire comme Rai en 94 au PSG qui avait fait 6 mois horribles et puis qui ensuite était devenu la star du club. Mais j'ai un petit peu de mal à y croire quand même. Ah, ça fait plus d'1 an et demi maintenant quand même. Oui, c'est vrai, c'est pas 6 mois. C'est long pas temps 6 mois. d'adaptation. Bon, alors Nico, du coup, tu vas nous aider à trancher. J'ai bien compris que toi, c'était De Jong devant la défense. Mais alors du coup, est-ce que tu vires complètement Montolivo de l'équipe type ou est-ce que quand même tu le laisses titulaire mais à un autre poste? Le problème qu'il y a, c'est que vraiment Montolivo, même lui le dit, en poste de mezzala, c'est pas forcément ce qu'il préfère et c'est là où il a tout le temps joué au Milan AC. Maintenant, je trouve que c'est vrai que je rejoins ce qu'il dit Tom concernant De Jong. On a vu qu'il n'était pas à l'aise, vu que c'est le début sur ce poste à droite, par rapport à Kuška qui était plus dans son élément ou un Bonaventura. Maintenant, j'espère que ça va marcher parce que si Montolivo a les faveurs de Mihailovic dans ce poste de régista, ce sera dommage pour De Jong, mais en tout cas, j'ai l'impression que son meilleur rôle à De Jong, ça reste quand même en sentinelle devant la défense. Bon, on verra. Et il n'est pas possible évidemment de mettre 2 sentinelles devant la défense, ce serait trop compliqué tactiquement. J'ai du mal à y croire. Bon, en tout cas, moi je voulais souligner, c'est Soupaldio qui me le met par écrit, la bonne entrée de Poli. J'ai toujours adoré ce joueur, moi, donc je le soutiens à 100% et j'aimerais le voir titulaire. D'ailleurs, j'arrête pas de le dire, mais enfin, je crois que ça se fera pas. Si Poli avait le même nombre de chances qu'Honda, peut-être qu'on serait, on serait plus satisfait. Mais je l'ai trouvé très bon, comme d'habitude, se bat sur tous les ballons, est toujours très intéressant, donc je tenais à le souligner. Et on passe, tiens Nico, t'as qu'à enchaîner aux attaquants. J'ai commencé par Balotelli, qui a donc quand même créé 4 cartons jaunes en 60 minutes sur les 5 cartons qu'ont reçu l'Udinese. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Il a été dans la conservation du ballon, il a été très bon, il s'est rendu disponible, il est venu défendre, il a réussi à garder ses nerfs, même si je trouve quand même qu'il y avait un traitement de la part de l'Udinese assez sévère sur lui pour le faire sortir de ses gonds. En plus, il avait pris un carton jaune. Je pense que c'est surtout aussi par rapport à son passif, ça qu'il a pris un carton jaune aussi rapidement, car c'était très sévère de la part de l'arbitre au bout de 10 minutes. Mais bon, il met un coup franc lumineux dans la lucarne. Maintenant, magnifique, hein. Ouais, rien à dire. Maintenant, à voir sur la suite, comme j'ai dit dans mon introduction, je trouve quand même que avec Bacca, il y a très peu eu de relation entre les deux, peu de passes entre eux et surtout aucune action dangereuse. Pareil après avec Luis Adriano quand il est rentré 10 minutes, qui a fait une bonne entrée où il s'est très bien battu. Après, est-ce que Bacca était peut-être aussi un petit peu en dedans, comme disait le commentateur de beIN Sport? C'en est possible, mais bon, c'est parce que c'est vrai qu'on n'a pas vu un excellent Bacca aujourd'hui. Non, il a pas eu énormément d'occasions de se mettre en Il évidence. n'y en a aucune. Il y a un moment donné, Oui, sur un une petit passe truc de de Honda. Honda fait un petit truc sympa pour une fois dans le match, et je trouve qu'il aurait pu être un petit peu plus vif sur l'action, il l'est d'habitude, et frapper plus vite quoi. Mais c'est vrai qu'il est un peu tergiversé, mais c'est Je pense qu'il devait être sur son mauvais pied parce qu'il a essayé de tenter un vulgaire pointu quand même. Mais alors est-ce qu'un attaquant a le droit d'avoir un mauvais pied? Ça c'est une autre question, hein, parce que non, mais c'est vrai, quand t'es attaquant de pointe, normalement tu dois être capable de frapper même de la fesse gauche s'il faut, hein. Inzaghi le faisait, Papin le faisait, Van Basten, Batistuta ils le faisaient tous, enfin les grands, hein, je veux dire. Donc mais je fais confiance moi à Bacca, je trouve que c'est un super joueur et je suis convaincu qu'il nous mettra énormément de buts cette année. C'est à Soupalio de parler de nos attaquants. Oui, alors Balotelli, il faut remarquer aussi sa position sur le terrain, il jouait très en retrait ou écarté côté gauche, hein. Ce qui confirme ce que disaient ses anciens entraîneurs, que ce soit Prandelli en équipe nationale ou Mancini à Manchester City, il est beaucoup plus à l'aise quand il joue avec un numéro 9 devant. Après, au niveau de la conservation du ballon, des tirs lointains, c'était bien, au niveau de l'état d'esprit aussi, donc à confirmer. Bacca, comme vous l'avez souligné, n'a eu aucune munition. Je vais pas souvenir qu'il ait tenté un seul tir dans ce match. Donc il faudrait vérifier au niveau des stats, mais
honnêtement, il va pas peser sur la défense. Après, l'association Bacca-Luis Adriano est beaucoup plus complémentaire et plus pertinente, comme nous l'ont montré les premiers matchs. Ouais, mais enfin après sur pareil, le Bacca et Luis Adriano, ils ont joué ensemble aussi à l'intersaison. Balotelli, je suis pas là pour le défendre Balotelli, moi tout le monde sait que je le porte pas dans mon cœur. Oui, il faudra attendre quelques temps Bah quand oui, même. il peut pas y avoir d'alchimie alors qu'ils ont que quelques minutes, en l'occurrence aujourd'hui dans les jambes. Et puis il y a un truc quand même avec Luis Adriano. Et encore une fois, là non plus, il faut pas tirer de conclusion, mais il a tendance à être assez maladroit devant le but. Moi, je suis pas fan de ce genre d'attaquant. Si jamais ça se confirme, parce que si ça se trouve, il va en mettre 15 et puis il va me faire taire, et j'espère, je le souhaite bien entendu. Et donc, j'ai toujours tendance à aimer les joueurs qui ont des stats, moi, devant. Donc, j'ai envie de revoir Luis Adriano, mais j'espère juste qu'il vendangera plus. Voilà, je veux pas que ça fasse comme Robinho, quoi, hein, même s'il a d'autres qualités que Robinho, bien sûr. Comme Tom n'a pas grand chose à ajouter, si j'ai bien compris, sur les attaquants, il va nous donner son mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est en rapport avec Balotelli. Alors qu'il marque, qu'il fasse une belle prestation, c'est très bien, mais il n'était pas censé avoir 10 règles de comportement ou d'attitude à ne pas avoir ou à avoir. Et or, je remarque qu'il a quand même une coiffure horriblement dégueulasse. Ce serait quand même pas mal qu'il la change. Mais non, Mais- qu'est-ce que tu veux, il a volé les cheveux de Paletta il y a 15 ans, et du coup, Ah, là, voilà, c'est voilà une ce que ça horreur. donne. Ah, c'est vraiment une horreur. Faut qu'il Mais il a change. des cheveux là où Paletta, il y en a pas, quoi. Oui, c'est vrai. C'est Non, terrible. à part ça, rien à dire. Bon, alors Nico, Ce Milan, quand même, quoi qu'il arrive, ne nous laisse pas indifférents, contrairement aux 2 dernières saisons. En tout cas, me laisse pas indifférent. Je pense beaucoup de supporters aussi. Et ça fait longtemps qu'après chaque match, j'ai vraiment envie d'être au prochain pour voir si l'équipe est en progression. Et j'ai hâte d'être dimanche donc pour voir le match face au Genoa. oui c'est ça, je suis d'accord, d'ailleurs on fera l'émission, je rappelle que le match sera à 12h30 diffusé sur beIN Sport 2, Je serai au stade. tu seras au stade, très bien, bah nous on essaiera de faire une émission dans l'après-midi, mais c'est sûr, il y a cette idée de voir des progrès systématiquement, alors qu'on n'y croyait pas les années précédentes, donc c'est aussi pour ça qu'on fait une émission à chaque match, c'est qu'on a l'impression que l'équipe va de l'avant, que certes Mihailovic se cherche, certes il y a des changements un peu bizarres, hein, on l'a vu encore aujourd'hui, mais c'est beaucoup mieux que ce qu'on a connu pendant 2, 3, 4 ans, enfin je sais pas, faut remonter loin pour trouver un Milan agréable à regarder. Le truc c'est qu'il faudra clairement fermer derrière, quoi, fermer la porte, parce que là c'est pas possible, prendre 2 buts à chaque match ça va vraiment pas, quoi. Soupal, au mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est j'espère que Conte fera des bonnes convocations, parce qu'il y a plusieurs joueurs italiens qui se manifestent dans le bon sens du terme, que ce soit Baselli, Quagliarella au Torino, que ce soit Bonaventura au Milan, Insigne au Napoli qui revient. Il y a quand même l'embarras du choix et ça fait plaisir d'avoir une équipe d'Italie qui sera peut-être compétitive. Ouais, il y a du boulot quand même, parce que alors là on part de loin, mais c'est vrai que ne serait-ce que Bonaventura, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'émission sur la nationale, et évidemment on en refera, hein. Il y aura une émission spéciale au mois de décembre déjà, après le tirage, etc. On va suivre la nationale, et comme d'habitude, et pendant l'Euro on fera les avant et les après-matchs, hein. Ça c'est notre dispositif spécial compétition internationale, vous savez que j'y suis tous très attaché, enfin vous savez tous que j'y suis très attaché, mais il est évident qu'un joueur comme Bonaventura aujourd'hui peut être l'un des 2-3 meilleurs joueurs italiens du moment, hein, n'ayons pas peur des mots, en tout cas au niveau de la constance, du talent pur, mais également de la régularité, quoi, il faut le dire. Donc c'est pas normal qu'on lui préfère des types, je sais pas d'ailleurs comme qui, mais enfin... Montolivo. Oui, non, mais Montolivo n'est pas sélectionné. Montolivo n'est pas sélectionné non plus, mais aura peut-être sa chance. d'ailleurs, aussi. Soriano. Oui, Soriano par exemple, qui est un bon joueur, mais enfin Bonaventura devrait au moins faire partie du groupe, hein, à défaut d'être titularisé. Bref, on finit donc rapidement pour évoquer le match suivant, hein, je viens de le dire, c'est dimanche à Gênes, en espérant une victoire encore. Le Milan remonte, je crois, à la 3e place, on rejoint la C'est ça. Fiorentina, si je me trompe C'est pas. ça. Donc c'est plutôt positif. À l'heure actuelle, on est en passe de se qualifier pour la Ligue des Champions, hein. Il y a encore quelques journées, mais enfin, C'est bon, couché. on verra si les prévisions de Mehdi se réalisent. Je rappelle que Mehdi veut le titre et la Ligue des Champions l'année prochaine, hein. Je veux juste rappeler ça aux auditeurs quand même. Bon, on vous souhaite tous une très bonne nuit, on se donne rendez-vous dimanche. Salut! Ciao. Ciao, ciao.